Bonjour et bienvenue à Libre Ensemble, les nouveaux rendez-vous de la laïcité. Willy Peers, 30 ans après, c'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Avant d'évoquer les combats dont ce médecin gynécologue reste l'emblème, véritable précurseur de l'accouchement sans douleur, il a pris conscience et s'est battu pour défendre les droits sexuels des femmes bafoués par une société très patriarcale. Et s'il reste une figure phare, c'est parce qu'il fut emprisonné en 1973 pour avoir admis qu'il pratiquait des avortements à la demande des femmes. Des femmes qui se battaient dans un désert, des femmes qui ont, avant lui, après lui, avec lui, continué à défendre, avec d'autres médecins et militantes, un accès médicalisé à l'avortement. Pour faire le point de la situation aujourd'hui en Europe et en Belgique, on reçoit deux invités, Sylvie Losberg et Marco Schetken. Bonjour. Bonjour. Sylvie Losberg, vous êtes chargée de mission à la cellule études et stratégies au Centre d'action laïque et vous êtes porte-parole de la plateforme Abortion Right. Et vous, Marco Schetken, vous êtes médecin généraliste depuis 36 ans. Vous avez eu plusieurs mandats politiques, dont celui d'échevin et de conseiller CPAS. Vous êtes chargé de cours à la faculté de médecine à l'ULB et vous êtes actuellement vice-doyen de la faculté de médecine et directeur du département de médecine générale. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on puisse regarder un reportage ensemble sur ce qu'on appelle communément aujourd'hui l'affaire Peers, pour se souvenir ensemble, pour que les gens de notre génération se souviennent, et pour les plus jeunes, pour découvrir ce que l'on appelle désormais l'affaire Peers. J'ai connu le docteur Willy Peers, notamment pour mon accouchement pour ma première fille en 1959. Et j'avais été très intéressée parce que j'avais lu à son sujet ce qu'il faisait pour l'accouchement sans douleur à l'époque. Donc je me suis rendue à l'hôpital Saint-Pierre où j'ai rencontré le docteur Willy Peers et toute son équipe. J'ai trouvé que c'était un docteur qui était véritablement très humain, très ouvert. Son équipe derrière lui suivait le docteur Willy Peers vraiment avec beaucoup d'attention et nous étions, nous les parturiantes, comme on disait à l'époque, très contentes parce qu'enfin on trouvait des médecins qui s'occupaient pas seulement, disons, de l'aspect médical, mais aussi de l'aspect humain. Et le docteur Willy Peers était particulièrement ouvert à toutes nos difficultés, à tous nos problèmes, pas seulement dans le cas justement d'un avortement, mais certainement dans le cas des difficultés d'accouchement. Willy Peers était tout d'abord une personne extraordinairement cohérente. C'était quelqu'un qui avait des idées bien affirmées, qui avait des idéaux, qui avait des engagements, et qui allait au bout de ses engagements, donc quelles que fussent les conséquences. Willy Peers s'est rendu compte de la détresse que connaissait une femme confrontée avec une grossesse non désirée et inacceptable pour elle. En tant que médecin, il était bien sûr au courant des complications extrêmement sévères qui pouvaient suivre un avortement clandestin pratiqué par des gens incompétents dans de mauvaises conditions. Moi, je sais ce que j'ai fait et je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis médecin et je l'ai fait dans un but de santé publique. Et ça veut dire que sur le fond, vous ne changez pas d'opinion. Est-ce que vous ne faites pas machine arrière? Pas du tout, pas du tout. Je considère que mon devoir de médecin est de maintenir les opinions que j'ai toujours défendues. C'est que nous nous trouvions devant des situations où légitimement le médecin n'avait pas à se défiler, où il avait à prendre en conscience ses responsabilités. Je crois que nous ne pouvons absolument pas modifier cette position, faute de commettre une erreur médicale. Le docteur Willy Peers a pris en considération vraiment la condition féminine de l'époque, à tout point de vue, pas seulement, disons, au niveau médical, mais aussi au niveau social et au niveau humain particulièrement. Nous étions toutes très, disons, tristes de savoir qu'il avait eu des difficultés avec la justice, parce que pour nous, c'était un homme plus que juste
C'était un homme qui nous prenait vraiment sous son aile. On pourrait préciser que ces avortements qu'il pratiquait, il en avait fait plusieurs centaines avant d'être arrêté, n'étaient pas clandestins, puisqu'il affirmait les faire. Je peux aujourd'hui vous assurer que ça ira beaucoup plus vite que je ne pouvais le penser il y a 2 mois. Pour la bonne et simple raison que 250 000 personnes, au moins, dans ce pays ont exprimé un avis, et je crois que je peux multiplier, je ne sais pas par quel chiffre, mais ça doit faire beaucoup de gens qui, dans ce pays, ont pris conscience du problème sans s'en cacher. Il a été une figure de proue du combat de l'avortement. Si Willy Peirce n'avait pas fait cela, eh bien, non seulement la dépénalisation de l'avortement se serait produite plus tard, mais très probablement le débat qui a eu lieu autour de la question de l'euthanasie n'aurait pas été aussi serein qu'il l'a été. Les passes d'armes avaient déjà eu lieu lors du combat pour l'avortement. Et dernièrement, autre grande avancée en matière de droits humains, c'est la possibilité pour les homosexuels actuellement de se marier, de se manifester ouvertement. Je crois que tout cela peut s'inscrire comme conséquence de l'action d'un homme seul qui a eu le courage de ses convictions. Je voudrais d'abord lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la condition féminine. Il fait partie des personnes qui ont lancé l'accouchement sans douleur, qui ont lancé la contraception féminine et qui a lancé tout ce qui consistait à aider la femme et dans sa vie de mère et dans sa vie d'épouse et dans sa vie sexuelle. Et ça c'était tout à fait novateur et merci à lui. Marco Schettgen, j'imagine que ces images ont un écho particulier, n'est-ce pas, pour vous, parce que vous étiez jeune étudiant à l'époque, vous avez vécu ça de près? Oui, j'étais étudiant en 3e année de médecine à l'époque, et je me souviens très très bien de l'émotion que nous avions à l'époque. Toute la faculté de médecine était très engagée, il y avait une grève de la faim qui s'était organisée autour d'une dizaine d'étudiants à l'époque. Et je faisais partie du comité d'accompagnement et de soutien de cette grève. Et c'est vrai que ça a été un moment très très fort. Nous prenions conscience finalement que l'avortement était quelque chose qui était considéré encore légalement comme interdit. Nous étions déjà dans une toute autre philosophie à l'époque, qui était celle de nos professeurs. Il y avait Pierre-Olivier Hubinon à l'époque, il y avait effectivement Willy Peirce, qui nous avait appris que le droit de la femme à décider était un élément essentiel et ça nous paraissait tout à fait naturel. Très bien. J'ai ici une brochure entre les mains. C'est vous qui l'avez publiée, Sylvie Losberg, pour le Centre d'Action Laïque. Vous pointez plusieurs problématiques et l'une d'entre elles serait celle d'une possible pénurie de médecins qui ne sont pas formés à la pratique de l'IVG. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, alors pour rebondir sur ce que Marco disait, il est clair que l'action de Willy Peirce et le militantisme des femmes de l'époque ont permis à toute une génération de médecins de prendre conscience de cette problématique et de s'investir personnellement dans leur travail pour pratiquer des avortements, majoritairement en centre extra-hospitalier en Belgique, mais il y en a aussi dans les hôpitaux. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ces médecins de centres extra-hospitaliers ont pour plus de la moitié 55 ans et plus. Et que donc il y a un problème de relève, je pense, d'une part par rapport à la formation des médecins, mais ça je pense que Marco pourra en parler en tant que vice-doyen de la fac de médecine, mais aussi de prise de conscience de cette médecine sociale, cette médecine de proximité qui doit être là où les personnes se trouvent. Et évidemment, quand on travaille en centre de planning, on ne gagne pas la même chose que quand on est en cabinet privé, par exemple. Et donc, je crois qu'il y a à la fois la question technique de l'éducation, de la formation des médecins, mais il y a aussi la sensibilisation des médecins à cette médecine sociale, je crois, oui. Et précisément, Marco Schettgen, comment pourriez-vous expliquer justement le manque de formation en faculté de médecine à la pratique de l'avortement? Bien, il y a quelques années de ça, mais finalement pas si loin que cela, l'une de nos chargées de cours, qui est Dominique Rouanet, a mis le doigt sur ce problème de la formation en constatant qu'effectivement dans les centres de planning familiaux et dans les centres faisant des interruptions de grossesse, il manquait énormément de médecins, que les médecins commençaient, comme on vient de le dire, d'avoir un certain âge.
Et donc nous avons mis en place une formation qui commence dès le 4e master, donc dès la dernière année dans la filière médecine générale et qui continue pendant la spécialisation de médecine générale, formant des gens à la fois au planning familial et à l'interruption de grossesse. Nous espérons évidemment que cette formation, qui d'ailleurs est suivie chaque année de plus en plus, permettra d'avoir à nouveau des médecins qui pourront travailler sur le terrain dans les centres extra-hospitaliers. D'accord. On entend beaucoup de choses sur l'avortement, les chiffres sur l'avortement, les taux d'avortement. On entend et on lit dans la presse que les taux d'avortement seraient en constante augmentation. Est-ce que c'est une lecture particulière? Est-ce que c'est une interprétation des chiffres ou c'est la réalité selon vous, Sylvie Losberg? Les chiffres sont publiés tous les 2 ans puisque la Commission nationale d'évaluation de l'avortement fait rapport au Sénat. Dans les derniers chiffres publiés, et ça vaut depuis le début en fait, le taux d'avortement est stable en Belgique. On tourne, je veux dire en chiffres, entre 18 000 et 20 000 avortements par an. Et il n'y a pas de contestation de ces chiffres. Maintenant, la presse se saisit toujours de ce rapport pour l'interpréter. Et c'est vrai que ces dernières années, on pointe souvent le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui avortent, ce que les chiffres démentent tout à fait. L'âge moyen d'avortement pour les femmes en Belgique, c'est entre 27 et 28 ans. Alors il y a évidemment 2500 à peu près jeunes femmes de 14 à 19 ans qui avortent chaque année. En dessous de 14 ans, c'est tout à fait limité. Je dirais, je pense que c'est 70 avortements par an pour des jeunes filles de 14 ans. Donc il n'y a pas du tout de progression ni de, je veux dire, de problème, d'une augmentation des chiffres de l'avortement. Les chiffres sont toujours stables, mais évidemment toujours par rapport au nombre de femmes en âge de procréer. Puisque la population augmente, donc le chiffre absolu augmente aussi. Mais il faut voir entre 14 et 45 ans, qui est l'âge de fécondité moyen chez les femmes, voilà, le taux reste toujours stable. Oui. On avait dit qu'on allait faire un survol de la situation en Belgique, mais aussi en Europe. En Europe, il y a 4 pays, je pense, qui punissent encore l'avortement, la Pologne, l'Irlande, Chypre, Malte. Est-ce que c'est un problème européen, l'avortement? Qui a envie de répondre? Alors oui, je pense que c'est un problème européen pour 2 raisons. La première, c'est comme vous l'avez rappelé, il y a des pays aujourd'hui où c'est encore puni, et puni même assez gravement. Je pense à Malte par exemple, c'est encore des peines de prison. À Chypre, c'est interdit, mais toléré dans un certain nombre de cas, tels que éventuellement des incestes ou des viols. En Pologne et en Irlande, effectivement, il n'y a pas de dépénalisation, sauf dans des cas extrêmement précis, liés de nouveau soit au viol, soit au fait que l'état de santé de la mère est en danger. Donc déjà, cela montre qu'il n'y a pas une unité européenne là-dessus. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on voit dans certains pays une volonté de faire marche arrière par rapport aux acquis. On a vu ça il n'y a pas longtemps en Espagne. Oui. Et évidemment, c'est là notre peur, c'est de se dire qu'on voit des mouvements, et peut-être même un peu plus près de nous, si on regarde les grandes manifestations en France récemment, qui reliait l'extrême droite et la droite la plus traditionnaliste, revenir sur toute une série de thèmes autour de la famille pour remettre en question finalement des acquis. On voyait là aussi que les acquis sur l'interruption volontaire de grossesse, il faudra être extrêmement attentif. Donc je crois que c'est important aujourd'hui de se pencher non pas seulement sur ce qui s'est passé il y a 30 ans et puis comment finalement on a pu dépénaliser dans notre pays, mais de voir également dans l'avenir, est-ce que ce combat est terminé? Je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, il faut rester extrêmement vigilant et peut-être effectivement travailler sur la scène européenne. Sylvie Losberg, vous pensez effectivement que les acquis sont mis à mal aujourd'hui en Europe? Alors, ils le sont par des législations restrictives, mais ils le sont aussi par des mouvements qui, je pense, ne sont pas du tout spontanés. Donc, par exemple, en Italie, l'utilisation de ce qu'on appelle la clause de conscience, c'est-à-dire le fait que le médecin peut refuser de faire un avortement, s'est généralisé au point que le ministère de la Santé italien a chiffré ça à plus de 80% de médecins qui refusent de pratiquer des avortements. Par exemple, en Allemagne... En toutes circonstances.
Oui, enfin, de toute façon, la question, ce n'est pas la circonstance ou pas, c'est qu'ils refusent de le faire. Oui. Alors, ils sont obligés de référer à un autre médecin, mais alors, les délais courts, etc. Par exemple, en Allemagne, il n'y a pas de problème au niveau de la loi, mais dans certains länder, eh bien, on estime qu'il ne faut plus rembourser les avortements. Hein. Et donc, on agit, je vais dire, au niveau de la faculté de pouvoir payer l'acte médical. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a des tas de manières de mettre des freins à ces acquis et qui ne sont pas toujours des attaques sur la législation. Et c'est là, je crois que c'est très important d'avoir justement des espaces où ces informations peuvent circuler et où on peut échanger aussi des bonnes pratiques et des manières de résister, parce que je crois qu'on doit entrer en résistance par rapport à ces mouvements, oui. D'accord. Et quels sont les outils qui sont mis à disposition pour entrer en résistance, justement ? Nous, on en a créé un qui s'appelle la plateforme Abortion Right, qui a été créée en 2011. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'en Belgique, lorsqu'on manifestait pour commémorer les 20 ans de la loi, on a vu surgir des groupes comme ça qui trouvaient que l'avortement, c'était un crime. Et donc, on était un peu surpris. Donc, on a créé une plateforme avec des fédérations de centres de planning. Mais on a 30 associations membres, on a 8000 signataires de la charte sur le site Internet. Et donc, c'est grâce à ce réseau, en fait, qu'on a créé en 2011, qu'en janvier dernier, on a pu mobiliser aussi rapidement pour manifester et défendre les droits à l'avortement en Espagne. Donc je crois que voilà, les réseaux se reforment et on a certainement aujourd'hui des meilleurs outils avec Internet, etc. Mais on doit aussi se dire qu'au niveau européen, comme le disait Marco Schengen tout de suite, il faut contrer les lobbies conservateurs qui ont vraiment beaucoup de poids et beaucoup de moyens financiers aussi pour faire passer leurs convictions religieuses majoritairement. Vous avez envie de vous exprimer là-dessus également, sur les outils mis à disposition pour placer des garde-fous et bien sécuriser tous les acquis sur le plan législatif ? Je crois que le fait d'avoir une plateforme européenne, c'est certainement un excellent outil. Je pense qu'aussi, il faut rappeler que ce n'est pas quelque chose qui est acquis définitivement. C'est toujours le problème des combats. Lorsqu'on arrive à un changement de loi, à ce moment-là, disons qu'on a l'impression que les choses sont faites pour toujours. Et donc, organiser des réunions, des séminaires, des colloques sur ce sujet, également dans la formation des médecins, en particulier chez nous et bien sûr à l'ULB, conscientiser les jeunes que c'est un combat qui n'est pas terminé et que le médecin a un rôle à jouer là-dedans, c'est un élément important aussi. Est-ce qu'une des possibilités ne serait pas peut-être de sortir l'avortement du code pénal comme on l'a fait récemment au Luxembourg ? Oui, alors ça doit être voté aujourd'hui ou demain. La France aussi a supprimé cette notion de l'état de détresse. Je pense qu'alors là... Peut-être vous pouvez expliquer ce que c'est, on considère que la femme doit être dans un réel état de détresse pour pouvoir accéder à un avortement médicalisé. C'est ça dont vous parlez, n'est-ce pas ? Oui, donc ça c'est le prescrit de la loi et c'était le cas aussi en France et au Luxembourg. Et ces deux pays l'ont supprimé ou sont en train de le supprimer parce que ça ajoute aussi à cette notion un peu misérabiliste que les femmes doivent être dans un état de détresse, qu'elles sont, je dirais... infantilisées. Infantilisées peut-être, mais que cette décision n'est pas une décision qui est prise de manière rationnelle. Donc l'état de détresse, c'est quand même, voilà, on fait appel à quelqu'un d'autre. Et en fait, les femmes décident elles-mêmes. Et c'était ce qui était revendiqué dans les années 70. Et effectivement, la revendication que ce ne soit plus inscrit comme un crime et un délit dans le code pénal, c'était une revendication de l'époque de Willy Peers. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question si effectivement la Belgique ne pourrait pas s'inspirer de l'exemple luxembourgeois. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit décalage entre l'évolution des mentalités et puis la loi qui ne suit pas. Alors je pense qu'il faut peut-être rappeler effectivement que ce n'est pas parce qu'on a dépénalisé l'avortement qu'elle est sortie du code pénal. Je pense que ça, il y a peu de gens qui savent. Les gens imaginent, on a sorti ça du code pénal, c'est comme ça qu'on a dépénalisé. C'est pas vraiment la réalité. Alors c'est un élément parmi d'autres, mais je crois que c'est un élément symbolique important. Le fait de sortir cela, comme on vient de le rappeler, c'est aussi un moyen de dire, les femmes, c'est pas uniquement dans un espèce de moment de détresse totale de leur vie qu'elles demandent une interruption de grossesse. C'est simplement, après avoir réfléchi et après avoir été aidées d'ailleurs, puisqu'il y a toute une procédure aussi d'aide autour de l'interruption de grossesse, il faut le rappeler, de soutien de ces femmes, qu'elles décident elles-mêmes
et ça c'est pour nous fondamental, que ce soit la femme qui décide. Et pour cela, je crois que symboliquement, il faudrait retirer cet élément du code pénal, comme ça a été fait effectivement récemment en France, et je pense qu'au Luxembourg, c'est vraiment cette semaine-ci que les choses vont se passer. On colle vraiment à l'actualité, c'est très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à ajouter par rapport aux droits sexuels et reproductifs ? Sylvie Losberg. Dans le prolongement de ce qu'on vient de dire, il est clair qu'il y a une stigmatisation des femmes qui avortent en Belgique et qu'il y a une campagne, par exemple, qui a été lancée par des partenaires de la plateforme pour demander aux femmes, voilà, on va vous prendre en photo et vous pouvez dire, voilà, moi j'ai avorté. Et donc c'est une campagne qui vise à lutter contre cette stigmatisation. Et je pense que c'est quand même important de rappeler que les femmes ont beaucoup de difficultés à s'assumer comme femme ayant avorté aujourd'hui. C'est encore très mal vu, c'est considéré comme, comme un échec en fait, comme une erreur, comme un échec. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence aussi justement sur les médecins qui ne veulent pas forcément pratiquer, puisqu'on voit que chez les femmes il y a quelque chose qui ne vient pas dans le fait d'assumer complètement et c'est ce que vous semblez dire, n'est-ce pas? Non, c'est pas chez les femmes, je pense que c'est la société qui garde un tabou sur la question. Voilà. Leur regard alors posé il faut, sur les femmes. Ouais. Donc il faut lever le tabou. Et alors je pense aussi que il y a un problème d'égalité des femmes et des hommes, sur cette question, parce que alors c'est souvent un défaut de contraception, l'avortement, et par exemple la contraception masculine, on n'en parle jamais. Oui, donc vrai. je pense que là, il y a des tas de champs à ouvrir pour que cette égalité puisse être portée par une société progressiste et qui considère que un homme vaut une femme et que il n'y a pas de décalage ni d'infériorisation de l'une par rapport à l'autre. D'accord. Mais puisqu'on parlait de ce regard porté sur les femmes qui peut être encore un peu aujourd'hui discriminatoire, est-ce que vous pensez que des jeunes médecins peuvent avoir peur de ce même regard que jetterait la société sur eux si jamais ils étaient vraiment spécialisés et prenaient cette direction d'une médecine très orientée vers la pratique de l'IVG dans des conditions parfaitement médicalisées? Alors je pense qu'effectivement, nous voyons cela. Ce sont des mentalités qui ne sont pas acquises à tout jamais depuis la dépénalisation. C'est clair que cela demande de la discussion, ça demande effectivement d'y travailler avec eux, non pas pour leur imposer une idée, mais justement pour qu'ils comprennent qu'il y a là une aide médicale réelle face à des femmes qui souhaitent une interruption de grossesse et qui ont droit à partir du moment où ils le souhaitent. Et je pense qu'il y a des différences d'une université à l'autre. Alors je ne dis pas du tout aujourd'hui on pratique des interruptions de grossesse dans toutes les universités, cela va de soi, mais je pense que le regard n'est pas tout à fait le même d'une université à l'autre. Ça reste quand même un peu plus tabou d'un côté que de l'autre. Je pense que ça, ce sont des choses qu'on pourrait changer aussi dans l'avenir. D'accord. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Sylvie Losberg? Oui, et alors je pense qu'il y a aussi une question qui est très importante et très pratique, c'est que l'accès à l'avortement n'est pas égal suivant la région dans laquelle on habite. Par exemple, à Bruxelles, il y a pas mal de planning, mais si vous allez dans la province de Luxembourg, c'est beaucoup plus compliqué, et qui est une province qui est déjà plus conservatrice au niveau politique. Et il faut des médecins un peu partout. C'est une médecine de proximité. Je veux dire, il ne faut pas que les femmes doivent faire 300 km pour avoir un avortement. D'accord. Et je crois que ça, c'est aussi une question qu'on pourrait peut-être travailler avec justement les facs de médecine, etc. Les médecins sont tenus au secret, même pour les mineurs. C'est-à-dire que la mineure n'a pas besoin, je sais que c'est dans les chiffres, c'est vraiment minoritaire, les toutes jeunes femmes qui avortent, mais le médecin est tenu au secret, n'est-ce pas? Il ne faut plus de... Tout à fait. Donc il y a un secret médical complet vis-à-vis des mineurs qui demandent une interruption de grossesse. Et donc ça, c'est un élément très très important qu'il faudra rappeler aussi, qu'on essaye de rappeler aussi lorsqu'on fait de l'éducation sexuelle dans les écoles. C'est un élément assez fondamental. Il y a une exception théorique, c'est que si c'est accompagné, ce qui n'est pratiquement jamais le cas, mais si c'est accompagné d'une anesthésie est considéré dès lors comme un acte chirurgical, théoriquement, à ce moment-là, le médecin devrait tenir au courant les parents et avoir leur permission. Mais en ce qui concerne l'interruption de grossesse, comme elle se pratique en Belgique, que ce soit dans les centres extra-hospitaliers, ce qui est la grande majorité, et dans les centres hospitaliers, il n'y a pas de doute, le secret médical est total vis-à-vis de ces mineurs. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des actions, de la communication, de comment bien utiliser tous les réseaux. Vous avez envie de dire un mot sur le colloque qui se prépare à Erasme? Je vais en parler dans l'agenda, mais si vous voulez vous exprimer là-dessus. Oui, donc nous organisons effectivement samedi prochain, le 29. En fait, dimanche, c'est le jour
qui sera les 30 ans justement de la disparition de Willy Pearce. Donc à cette occasion-là, il y a un colloque qui est organisé. Nous avons voulu que ce soit un colloque qui ne soit pas uniquement une vision du passé, qui rappelle bien sûr qui était Willy Pearce. Il y aura une exposition sur sa vie, mais également tout ce qui tourne autour du combat pour la dépénalisation. Une expo photo ? Une expo photo, effectivement, et puis tout au long de la journée, il y aura des exposés, et en particulier dans l'idée, effectivement, de voir un petit peu ce qui se passe au niveau européen. Il y aura des représentants polonais, espagnols, il y aura des gens du nord et du sud de notre pays, il y aura des gens venus de France, donc ce sera un moyen de faire un petit peu le point de la situation au niveau européen, et surtout de regarder vers l'avenir. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il faut avoir peur par rapport à cette problématique? Est-ce qu'elle est mise en danger? Est-ce que tout ce combat, est-ce qu'il faut le repenser différemment? Donc ce sera l'occasion à la fois de rendre un hommage à Willy Pearce, et nous lui rendrons hommage d'autant plus qu'il y aura un auditoire qui va avoir son nom au sein de la faculté de médecine. Donc pour ceux que cela intéresse, effectivement, samedi prochain, le 29, à partir de 9h du matin, à la faculté de médecine sur le campus Erasme. Ils sont les bienvenus. Très bien. Sylvie Losberg, voilà un média très intéressant, n'est-ce pas, pour faire passer certaines idées qu'un colloque international comme celui qui va avoir lieu le 29 novembre Oui, c'est aussi c'est des échanges d'informations, mais c'est aussi voilà, renforcer le réseau, être à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. Et je crois que voilà, dans ce moment-ci, c'est très important de le faire. Et évidemment, la commémoration de Willy Pearce, c'est un événement pour l'histoire de la Belgique. Hein. Vous savez à quel point l'avortement a été un moment essentiel, notamment lors du vote de la loi en Belgique. Et donc je crois que voilà, il faut en parler. C'est l'occasion de le faire, évidemment en n'étant pas passéiste, hein, comme dit Marco Schengen, mais en regardant vers l'avenir et en analysant ce qui se passe aujourd'hui pour nous et pour nos enfants. Oui. Absolument. Mais puisque vous parlez de nos enfants, justement, est-ce que vous voulez dire un mot sur l'EVRAS? Puisque Monsieur Schengen, vous parliez tout à l'heure de l'importance justement de l'éducation et de véhiculer vers les plus jeunes une vraie information très complète. Alors, en contrepoint, est-ce que la généralisation de l'EVRAS vous semble un point important? Je pense en tout cas que l'éducation sexuelle, effectivement, en milieu scolaire, est quelque chose de très très important. Ça va de soi, c'est le lieu où tous les enfants, tous les adolescents se rendent, où ils sont égaux également dans le cadre de cette information. Et donc je crois que c'est vraiment très très important de continuer cela et de faire une information aussi la plus objective possible, ce qui n'est probablement pas facile, parce que l'objectivité, ce n'est pas évident. Mais je crois qu'ouvrir l'esprit de ces jeunes, leur permettre effectivement, eux, de prendre position par rapport à leur sexualité, par rapport à des sujets qui tournent autour de cette sexualité, je crois que c'est vraiment fondamental. Marco Schengen et Sylvie Losberg, merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de l'intérêt que vous marquez pour cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Benoît Fête pour de nouvelles aventures laïques. À très bientôt.